Et donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je tiens à préciser, on n'a rien préparé du tout. On ne sait pas avoir à discuter comme ça avec vous, on va raconter un peu nos vies. Un micro. Donc c'est vrai qu'il y a un micro. Ouais, prends le micro. Prends le micro. Ça fait depuis le temps qu'on rêve de Ouais. 1, 2, 3, Paris, Le Mans, Strasbourg. Donc, Dijon. bonjour à tous. Voilà, je me présente Olivier Baillimètre et Olivier Gogel. À l'époque, on faisait pas dans l'originalité. C'est vrai que c'est un prénom qui avait, voilà, vous savez, les deux Olivier. Donc, eh bien, écoutez, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a eu tant de monde, etc. Donc, comme je vous le disais, on n'a rien préparé du tout. On ne savait pas qu'on aurait à parler un peu de nous, à parler un petit peu de nos vies. C'est vrai que la mémoire s'enfuit un peu, mais ça fait plaisir de voir que justement des gens comme vous perpétuent un petit peu tout ça. Ça fait plaisir de voir que, enfin même on n'est pas trop habitué à se faire prendre en photo et tout, parce que bon, voilà, on ne sommes pas des stars ou quoi que ce soit. En tous les cas, donc, à l'époque, on s'est rencontrés avec Olivier, on était étudiants, je parle plus comme ça. On s'est rencontrés avec Olivier, on était étudiants, on était dans le même lycée, et tiens, tu fais quoi? Parce qu'on m'avait parlé de lui, si c'est un petit génie de l'informatique. Et moi aussi j'ai un ordinateur, on a le même, à l'époque c'était un TI 99 4A. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait du basique étendu, il n'y avait pas encore trop d'assembleurs, de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'Olivier, lui, il avait son, comment dire, son côté programmation, etc. Et moi j'étais plus graphiste, je faisais aussi des ébauches de musique, de bruitage, etc. Et c'est vrai qu'on se complétait bien. Donc de là, on a commencé à faire des petites choses, j'avoue des cracks aussi. Ça lui faisait pas trop plaisir au début. Alors les cracks de l'époque sur le TI 99 4A consistaient à aller à la Fnac, d'acheter des cassettes audio, et moi j'avais un magnétocassette qui permettait de les dupliquer. Donc vous voyez, le cracking de l'époque c'était quand même déjà vachement poussé. Et ensuite d'aller dire à la Fnac, bah écoutez ça ne marche pas, etc. machin. Et non, je sais c'est moche, j'ai payé, je sais, j'ai perdu ma place au paradis, c'est fini. Donc voilà. On était étudiants, on n'avait pas de thunes, etc. Par la force des choses, le TI 99 4A est mort. C'est vrai qu'on avait un doux rêve, c'était l'Apple II. Et donc, on a eu tous les deux un Apple IIe. On parlait tout à l'heure d'une époque révolue, on était en France. C'est vrai qu'il y a l'histoire des 10 000 francs. C'était une machine d'occasion que moi j'avais pu acheter, etc. Je n'avais même pas un moniteur Apple. Olivier en avait un aussi, donc un Apple II, et c'est vrai que là, lui, il s'est ouvert complètement à la programmation, etc. Et bien sûr au piratage, mais nous n'étions pas des pirates, nous étions des déplombeurs. Je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, nous n'avons jamais fait commerce de notre activité, c'est juste qu'on était des pauvres étudiants sans thunes, on voulait jouer, à l'époque, les jeux coûtaient très cher, et c'est vrai qu'on se passait, en fait, des jeux comme ça, tiens, on le paye à 2, voire à 3, voire à 4, Bon, on était à Dijon, excusez-nous, à l'époque on avait France 3 qui venait juste d'arriver, il y avait encore des ours polaires, etc. C'était une autre époque. Et le but du jeu était de se passer des jeux comme ça et de pouvoir justement en profiter pour une somme modique. Voilà. On était donc pirates d'un groupe qui s'appelait ACS. Alors ACS avait deux significations, c'était Apple Chemical Software, qui veut dire la pomme chimique, le logiciel de la pomme chimique. On se disait, tiens, cette pomme colorée, voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de drogue, mais on vivait à Dijon, vous savez, il y a une centrale nucléaire, il y a le nuage de Tchernobyl et tout. Donc je pense qu'on a été un petit peu contaminés. Il s'arrête à la frontière. Ou Apple Cracking Squadron aussi, bon, enfin, c'était le petit côté, on va donner un nom américain sans connaître trop la signification du truc. Après, par la force des choses, on a décidé aussi de pouvoir commencer à faire quelques petites productions. Donc on a fondé, grâce à Jean-Philippe Cunier ici présent, alias Godfather, de pouvoir donc de vivre un petit peu de ce doux rêve, de pouvoir créer des jeux et de pouvoir en vivre. On n'a jamais trop vécu ensemble de toute façon, ou alors tu l'as pas tout dit. Peut-être oui, parce que c'est le moment de justement régler un petit peu nos comptes. Tout ça. Non, bref, il y avait une amitié vraiment formidable qui était née à l'époque, entre autres avec une autre personne qui n'est pas présente ici aujourd'hui, Denis, donc, que l'on avait rencontré. Et c'est vrai qu'il y avait deux programmeurs, un graphiste, etc. Et on avait fondé Second Sight Software, où on avait développé un jeu qui s'appelait Flopinoid, qui était une copie conforme, mais avec des tableaux originaux d'Arcanoid. Par la suite, effectivement, à côté... Je vais très vite. Je vais très très vite par rapport à tout ça. Ma mémoire est effectivement relativement incertaine par rapport à tout ça. C'est vrai que
même si on n'a pas l'impression que les années sont passées, bah si quand même, il y a le corps qui s'en souvient de certains trucs. Et donc on est passé après sur l'Apple II GS, donc il y avait la question ce matin, bah, c'est vrai qu'on est passé sur l'Apple II GS parce que moi, 16 couleurs, du son avec un super microprocesseur en sonic, etc., c'était vraiment fabuleux par rapport à ce qu'on avait connu au niveau de l'Apple II, c'était vraiment la suite logique des choses. Et là, en fait, on a commencé à faire de la démo. C'est vrai qu'on était très envieux de ce qui se passait sur Amiga et ce qui se passait également sur Atari ST. Et on s'est dit, ben, finalement, avec notre machine de nos rêves, on va essayer de pouvoir faire quelque chose aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a créé certaines démos qui apparemment ont été connues. Alors, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, Internet n'existait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit 10 000 likes, etc., machin, sur quelqu'un qui poste un chat qui saute d'un canapé et tout. Nous, à l'époque, à Dijon, se faire connaître, waouh! Bon, c'est vrai que c'était une autre époque, et donc on s'échangeait des disquettes. Alors, pour ça, il y avait des réunions qui se faisaient un petit peu comme ça, de temps à autre, 1 à 2 fois par an. On prenait la petite voiture, on allait à différents endroits. C'est vrai que c'était souvent Paris, il y avait l'Apple Expo, bien sûr, qui était le lieu de ralliement de tout ça. Et puis, il y avait un serveur sur Minitel qui s'appelait RTL, justement, où on commençait à connaître des gens, etc. RTL 2. 36-14, parce qu'à l'époque, bah, c'est sûr, le téléphone était payant, il fallait attendre, ce dont je parlais tout à l'heure, il fallait attendre des heures pour pouvoir se connecter parce que ça coûtait un fric monstre, etc. Et c'est vrai qu'on a commencé comme ça à rencontrer des gens, des groupes, des gens qui faisaient des trucs. Et c'est vrai que partageant en tous les cas cette espèce de passion commune, bah c'est vrai que c'était pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on vivait. Et c'est pour ça aujourd'hui, je peux encore dire que j'ai eu une enfance fabuleuse par rapport à ça. Il n'y avait pas d'oisiveté, c'est vrai qu'on s'emmerdait jamais en fait, hein, en parlant poliment. C'est vrai qu'il y avait le jeu vidéo, il y avait cette passion. J'ai rencontré des gens fabuleux qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Bah, Olivier est toujours mon ami aujourd'hui, on ne sait pas. On se quitte pas. On se quitte pas. On se quitte pas. Donc voilà, c'est lui qui écrit mes textes. Et justement, il a beaucoup de talent de ce côté-là qu'on ne lui connaît pas. Et c'est vrai que par la force des choses, on a pu en faire, on va dire, de par cet amour de l'informatique. Bon, on n'est pas passé au Macintosh, même si effectivement, moi et lui aussi, on a fait quelques applications, parce que j'ai travaillé dans le jeu vidéo chez Atari Concept et ensuite chez Callisto. C'est vrai qu'on a pu quand même en faire, bah aujourd'hui on travaille toujours avec des ordinateurs, avec des choses comme ça, même si les choses ont évolué pas mal. C'est vrai qu'on a pu concrétiser cette espèce de passion, même si aujourd'hui moi je suis plus vidéaste, etc. Mais je continue à travailler bien sûr sur des ordinateurs et tout, et à toujours avoir cette espèce de petit truc quand même pour Apple, par rapport aux années qu'on a connues, par rapport à cette machine formidable qu'on a caressé souvent, on va dire, mais non, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je vais passer maintenant le micro à Olivier qui va vous répéter exactement la même chose vu qu'on a un texte en commun pour tous les deux. Mais en tous les cas, oui, ça fait très plaisir de vous voir, en tous les cas, de voir votre passion toujours aujourd'hui, de voir tout ça, de voir, bah, je sais pas, moi j'étais vachement surpris en même temps parce que les gens qui prennent en photo et tout, machin, etc. C'est vrai que moi je suis un peu timide aussi, et c'est vrai que ça fait chaud. Et je vous en remercie. Pas de m'avoir pris en photo, c'est pas du tout ça, mais de voir votre passion que vous avez toujours, et d'avoir surtout apprécié ce que l'on a fait. Et voilà, beaucoup de gens nous disaient justement, ouais, non, c'est super, machin, etc. Et, bon, je pourrais avoir j'ai de quoi tenir à peu près 10 minutes d'anecdotes, hein, de choses comme ça. Allez, quelques-unes alors. Quelques-unes. Allez, ouais. Quelques-unes. Beaucoup de choses cachées, qui sont pas forcément difficiles à trouver. Tu peux avouer. On appuie sur la barre d'espace à un endroit, il se passe quelque chose, etc. On m'a beaucoup reproché sur Apple II GS, mais pourquoi tu fais jamais de cercle parfaitement rond? En fait, je vous ai expliqué, moi je suis un peu le parent pauvre et je n'avais pas de moniteur Apple. J'avais un gros téléviseur avec une prise Péritel dessus et le ratio n'était pas le bon. Moi, chez moi, c'était parfait, c'était parfaitement rond, etc., ce genre de choses. Et c'est vrai, pourquoi il y avait tout le temps des espèces de trucs comme ça, un peu oblongs mais non, pas du tout, voilà. Bon, il y a pas mal de choses comme ça.
Et c'était différent quand j'allais chez Olivier, donc c'est vrai que le petit côté, on nous dit ouais non mais machin, Steve Jobs, vous avez copié, ils ont aussi commencé dans un garage, etc. C'est vrai que Olivier avait une espèce de garage qui était un peu son antre, et la mienne aussi, parce que je passais très très souvent le voir pour qu'on bosse un petit peu ensemble. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que tu veux montrer des choses inavouables? Il faut. Il faut. Je suis pas Il faut. Allez, Déjà, il y a des choses inavouables, des choses inavouables. non, on est resté quand même relativement... Un site web vintage. Karatéka. Ouais, on peut montrer quelques vieux trucs. Il y a prescription. Il y a le site web vidéo. C'est vrai qu'il y a prescription aujourd'hui. On a payé suffisamment cher, hein, de toute façon, aujourd'hui, pour se racheter une conduite. Ah, voilà. Donc c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, on était relativement foncièrement honnête. Non, le but du jeu, c'était pas non plus de vendre des disquettes piratées, travailler d'autres personnes, etc. C'était pas du tout le... Voilà. Non. Enfin, ce qu'on vous raconte, en tous les cas. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce qu'il parle beaucoup mieux que moi, en plus. Comment ça marche? Hello. Très bien. Donc là, j'ai un site où j'ai remis les toutes premières productions. Et donc je remercie Jean-Philippe parce que c'est lui qui est à l'origine de la plupart de ces cracks. Et c'est comme ça que moi que j'ai appris à programmer. Et je me rends compte que c'était une très très bonne école. Et aujourd'hui, quand je recrute des gens, je me rends compte que finalement, on parlait, je ne sais plus à qui, on parlait d'optimisation, de soucis de la mémoire, des choses comme ça. C'est des choses qui ont totalement disparu. Et c'est fort dommage. Et je pense que c'était une très très bonne école de programmation, quoi. Et donc là, pas mal de cracks avec Jean-Philippe. On remercie aussi Jean-Philippe parce que c'est grâce à lui qu'on a eu notre Apple IIgs. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, pas du tout. Une anecdote, ouais. Forcément, l'Apple IIgs était hors de prix pour nous, hein, c'était juste des pauvres étudiants. Et via Apple, je ne sais pas comment, Jean-Philippe avait réussi à racheter ou à avoir les... C'était quoi, les Apple IIgs qui étaient de la Fnac, de la Fnac, de Apple Expo, le démo, qu'on avait acheté pour 1000 francs à l'époque. Alors, Philippe nous l'a dit l'année dernière, c'était les Apple IIgs de démo de l'Apple Expo qu'il a récupéré pour 1000 francs pièce. Donc comme ça, on a pu en acheter, je sais plus, 3 ou 4. Alors moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu la version... En fait, il les a récupérés à 500 francs, mais... Je le dirai tout à l'heure, hein, attends. Ça, c'est un vrai pirate. À combien tu les as achetés? Comment? Le tapis? Chaque année, quand on le voyait, donc il avait un nouveau costard, des nouvelles pompes, des trucs comme ça. Il nous accueillait tout le temps en disant « Ah, mes amis !» Ah, c'était ça. Et donc moi j'ai pas eu de chance, j'ai eu le seul Apple IIgs qui était en panne, et donc si vous regardez en fait la plupart des productions FTA, et à la date, je sais plus ce que c'était, le 1er janvier 1904, parce que la pile ne marchait pas. Il n'y avait pas de sauvegarde des dates, de l'heure, le timer d'interruption de seconde ne marchait pas, mais voilà. Et depuis, tu as appris qu'on pouvait changer la pile. Bah, j'ai jamais réussi, quoi. Alors après j'ai eu de la chance parce que Apple m'a envoyé une ROM une ROM 03 de l'Apple IIgs, donc j'ai enfin pu avoir une version qui fonctionnait, donc ça a été la révélation, quoi. Donc voilà les toutes premières productions. Donc c'est un peu les prémices aussi de ce que racontait Olivier, c'est essayer de commencer à faire des démos, commencer à faire autre chose que du déplombage et commencer à avoir des intros qui soient plus ou moins sympas. Donc je pense que la plupart vous les connaissez. Quelques easter eggs, un petit peu. Donc, il y a par exemple... les enfants. Ouais, non, pas forcément. Dans Kill Hunting Dead, il y a ce que je racontais à Jean-Philippe, il y a la touche Z qui permet en fait de ralentir le scroll parce que pour les Suisses c'était un peu trop rapide. C'était Mr. Z. Z en hommage à Mr. Z. Et puis Jean-François, je peux vous l'aider, je le cache. Il y avait Space Cucumber, pour ceux qui se souviennent, au lieu de Space Shark. Space Cucumber. Non, vous ne connaissez pas Space Cucumber. Alors si vous avez un émulateur quelque part, parce que faudrait que je vous montre ça, sinon je l'ai sur mon téléphone. Donc on avait fait une version, c'était un peu la guéguerre avec le FUG et forcément avec les autres groupes. Et donc en fait on avait une version alternative, on va dire, de Space Shark, et quand on appuyait sur C, ce vaisseau était remplacé par un concombre géant. Donc on se demande qui a eu l'idée. Je cherche quelqu'un dans la salle. Alors il n'y a pas eu de brainstorming, hein, c'est vrai que c'était... Bon, c'est juste des petites anecdotes comme ça. C'est vrai qu'il y avait également la démo, c'était sur quoi? C'était sur Module AI, il y avait un texte au début alternatif quand on appuyait sur la touche 0. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc autour de ces espèces d'orbes là que j'avais dessiné, il y avait des caractères qui tournaient. Et en fait c'était remplacé par des pipes, vous voyez, comme dans les fêtes foraines. Et puis les trucs se barraient les unes après les autres. Bon, il y avait des petites conneries comme ça un petit peu partout. Et dans la Christmas démo, il y a un truc qui est caché aussi, il y a pas mal de choses comme ça.
j'annonce des trucs et après, tiens, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'activer? Ouais. Donc voilà, bon, on essaiera de retrouver tout ça, pourquoi pas, on pourra le poster. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu anciennes aujourd'hui. Que dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous préférez plutôt que ce soit Olivier qui parle plutôt que moi? Comment faites-vous? Bah non, il a déjà parlé. Ouais, quand même. Ouais. Donc est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait peut-être répondre? N'hésitez pas, en tous les cas. Olivier vient de dire, ce jeu, je l'ai sur mon smartphone. Alors, ActiveJS. ActiveJS. Oui, oui. Donc j'ai une version de l'émulateur que je maintiens là, que j'avais repris avec Kent sur mobile. Je l'avais soumis chez Apple, il est resté en ligne quelques années et il s'est fait shooter. Mais il y a des sources sur GitHub, donc ceux qui sont intéressés pour avoir. Pardon? C'est pourquoi ils l'ont éjecté? Ils l'ont éjecté parce que. Non, justement, j'avais fait une version très light où j'avais mis que nos productions, justement, pour pas avoir de problème de piratage. Je me doutais bien que si je mettais tout le catalogue en ligne, il y aurait eu des soucis. Et Apple a une politique très stricte où ils ne veulent pas qu'il y ait d'émulateurs qui tournent sur le téléphone pour qu'ils puissent contrôler entièrement le contenu. Donc ça pose problème parce que finalement ça bloque beaucoup d'applications, mais finalement ils en autorisent aussi beaucoup. J'ai fait aussi Karateka classique avec Meshner qui lui est passé, donc ça dépend finalement un peu des relations avec Apple. Bon, ils veulent pas des émulateurs qui puissent charger du contenu externe. Donc si tu enfermes quelques images à toi dedans, ça passera. Mais il ne faut pas qu'ils puissent charger de fichiers d'images disques externes. Alors ça c'est ce que j'ai essayé d'argumenter avec Apple. Et finalement, c'est pas passé. Alors, sachant qu'Apple, ils ont une politique au niveau, je sais pas si vous avez déjà fait des approvals sur mobile, ils sont très secrets, il n'y a aucune trace écrite. Donc en fait, tu peux faire appel, ils t'appellent, mais en fait, t'as pratiquement aucun moyen de pression, sauf si tu es éditeur ou un peu référencé. Donc j'ai un peu laissé tomber cette partie-là. C'est peut-être un peu naïf comme approche, mais l'émulateur comme simple librairie, c'est toujours à chaque fois pour chaque application. Une seule application émule. En fait, tu ne veux pas avoir comme Karateka, c'est Karateka. Karateka est passé, mais. Il est embelli. Il est embelli en fait. On ne voit pas quand même. On ne le voit pas, et j'ai eu des ennuis avec Karateka, donc j'ai dû convertir toutes les images en source pour que ce soit vraiment même pas un fichier binaire qui soit chargé, c'est vraiment converti en C et intégré au sein de l'application. Donc j'ai fait ça pour Karateka, je ne l'ai pas fait sur l'émulateur, ça me donnait trop de boulot, et j'ai préféré mettre sur GitHub tous les sources, donc si les gens veulent recompiler l'appli, ils peuvent le faire. ActiveJS. Ouais, parce qu'au départ c'était un ActiveX. Ça marche plus maintenant, en fait malheureusement avant ça marchait dans les navigateurs internet, maintenant ça marche plus parce que les technos pour ceux qui connaissent NP-API qui gèrent les navigateurs n'est plus du tout supporté. Donc j'ai un peu aussi abandonné, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis un peu écarté de cette partie-là. Par contre, faire Karateka je sais pas si vous avez vu Karateka sur iOS, vraiment c'était assez sympa finalement de faire tourner l'image disque sans aucune modification, avec une interface moderne et quelques fonctionnalités liées aux émulateurs, la capacité de revenir en arrière, de stabiliser le framerate. Donc c'est vraiment pour info, il y a Meshner qui m'a contacté hier en disant que ça serait bien qu'on fasse Prince of Persia, donc peut-être que ça sera la prochaine étape. Ah génial! L'avantage de Karateka, c'est lui qui avait encore les droits. Et Prince of Persia, aujourd'hui c'est Ubisoft qui les a. Maintenant il travaille chez Ubi, donc c'est un peu plus facile, donc je pense qu'il a réussi à les récupérer. T'as pas une version Android à toi là? J'ai des pré-versions Android, mais bon, malheureusement Android, en termes d'environnement de développement, c'est pas aussi sympa que Xcode, que sur iOS, malheureusement. Parce que tu auras moins d'ennuis pour poster ce que tu veux. Oui, je pourrais, mais voilà, mais c'est moins. Ça demande beaucoup d'efforts, et voilà, je passais un peu à autre chose. C'est moins fun. C'est moins fun, non, c'est clair. Sur Android, c'est moins fun de développer. Au fil du temps, on a vu apparaître beaucoup de reproductions pas connues. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez dans vos cartons, sur vos disquettes, qui n'ont jamais été distribuées ni vues? Je pense que la plupart des choses sont en ligne. Les choses que j'avais perdues, mais finalement que j'ai reçues par la poste quelques années après. Donc je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout en ligne, la plupart des sources sont encore en ligne. J'ai encore mes disquettes d'origine, j'ai plus l'Apple 2GS, mais je pense qu'aujourd'hui, tout est en ligne.
Après peut-être des musiques ou peut-être quelques images, mais voilà, je pense que c'est... Non, je pense qu'il y a quand même... C'est vrai que quand on regarde en fait tout ce qu'on a produit, je regarde après coup, dans les products. C'était avec les cheveux là. Avec les cheveux, ouais. Moins aérodynamique en fait. Ouais, quand je regarde tout ce qu'on a produit en 2 ans en termes de démos et d'applications, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Je pense que côté études, on a un peu souffert, mais voilà, je pense qu'on ne regrette pas cette période-là. Non, c'est sûr. Pouvoir justement. Merci. Pouvoir effectivement conjuguer les études, même si Olivier et moi on ne faisait pas les mêmes, bien entendu. Pouvoir conjuguer ça avec un peu de sport à côté, avec une vie d'adolescent aussi, plus ça qui nous prenait quand même pas mal de temps. C'est vrai que c'était assez compliqué. En plus, les parents qui voulaient qu'on aille à la campagne, machin, etc. Donc vous connaissez ça. Bref, voilà. Il y a des choses qui effectivement auraient pu être produites aujourd'hui peut-être beaucoup plus rapidement, de par ne serait-ce que faire un scan, de faire un truc comme ça, d'un document pour pouvoir redessiner, je sais pas, n'importe quoi, des bibliothèques qui existent aujourd'hui, je parle au niveau graphisme, au niveau des centres, au niveau de tout ça. Là, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait absolument tout à faire, même si c'était des définitions graphiques qui étaient plus petites, etc., ça prenait quand même beaucoup de temps. Donc les technos n'étaient pas tout à fait les mêmes. Voilà, on était obligé de faire de l'anti-aliasing à la main, par exemple. Quand je parle de ça, mes étudiants, ils me disent quoi, machin, ouais, on était obligé de mettre des petits pixels et tout. Il y avait ces contraintes graphiques, il y avait tout ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'image de synthèse. Par exemple, il y a une production, on avait commencé avec Olivier, un truc qui s'appelait Blue Helmet, qui était une espèce de jeu de voiture. Par exemple, la voiture qui était vue de derrière, la dessiner dans toutes les positions, etc. C'était assez compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un modèle 3D simple ou ce genre de truc, ou alors on prend une petite voiture, une petite majorette, etc. qu'on filme, on peut la faire tourner un peu, on peut redessiner par-dessus, etc. C'est des technos qui étaient... qui n'était pas arrivé à Dijon, quoi, à l'époque. Il faut dire ce qui est, on n'avait pas les moyens de se payer tel ou tel truc, voilà, et c'est vrai que quand on arrivait à faire, je sais pas, on a des scans en noir et blanc, c'était fait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une sorte de ruban encreur que l'on mettait dans l'Image Tractor 2, et donc on pouvait scanner un document comme ça, voilà, c'était Thunderscan. Voilà, avec un Thunderscan, ou alors il y avait une espèce de petit ramasse-miettes. Wiki. Bon, je vois qu'il y en a qui suivent et qui voient de quoi je parle. Mais bref, c'est vrai que c'était les balbutiements de tout ça, les définitions graphiques, ce genre de trucs. Il y avait un petit peu tout à faire, donc c'était long, compliqué et compagnie. Mais voilà. Qui c'est qui composait les musiques? Qui c'est qui a composé les musiques? Alors, plusieurs choses. Par exemple, dans Flobinoid, c'est moi qui ai fait autant que je sache. Denis en avait fait une, je crois aussi. On avait composé ça donc il y avait un petit soft qui permettait de faire du deux voix, etc. à l'époque, avec le buzzer justement. Et autrement, on a eu deux icos qui ont bossé avec nous. Max Agaz, donc Lionel Picamello, et puis Sébastien Mousse, donc qui ont composé les choses. Et autrement, il y a pas mal d'autres musiques qui ont été converties depuis l'Amiga en fait. Donc c'était assez compliqué parce que c'est vrai que quand le player a été retranscrit, c'était par rapport à... je crois que c'était justement du code qui venait de l'Atari, qui avait été mal adapté, donc il y avait pas mal de filtres qui ne marchaient pas du tout, ce genre de choses. Et c'est vrai que les adressages mémoire, ce genre de trucs, sur l'Apple II étaient quand même relativement différents. Il y avait quoi? Il y avait 64 cas de mémoire, je crois, dédiés au son. Il y avait un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était des choses souvent qui étaient en 4 voix, ou autrement, les musiques, c'est vrai que Lionel et moi, lui composait les thèmes, et puis moi je réorchestrais un petit peu le machin, changeais les samples, etc. Voilà, sachant que je ne suis pas du tout musicien ou quoi que ce soit, moi je fais du bruit, et voilà, je n'ai pas du tout cette technique. Mais c'est vrai que, en tous les cas, on n'en a pas parlé ici. Il y a eu des associations qui se sont faites avec différents développeurs, avec différentes personnes, genre El Matos, par exemple, Pierre Renaud Richard, ou alors Dan Hibert, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était à Aix-les-Bains. Et c'est vrai que, par rapport à ça, on a pu pousser encore plus les choses et aller encore plus loin avec les possibilités qu'il y avait à l'époque.
Et quand je vois aujourd'hui, il y a encore des démos relativement modernes qui sont sorties sur l'Apple IIgs, je dis waouh, par rapport à ce qui a été fait, c'est vrai que il y a des trucs, mais c'était chouette parce qu'il fallait trouver des trucs et astuces, les border scroll, les machins comme ça. C'est vrai que ça, c'était génial, c'était vraiment génial. Enfin, on essayait, avec les limitations qu'il y avait, de pouvoir essayer de repousser un petit peu tout ça. Et en tout cas, je peux vous assurer que c'était des périodes de rigolade complètes, quoi. Et c'est vrai que c'était chouette parce qu'il y avait une sorte d'émulsion qui se faisait entre nous, parce qu'il y avait les génies, Olivier, Pierre, Denis, tout ça, qui eux pensaient, bah tiens, j'ai fait une routine de code qui permet de faire ça, et puis ah ouais tiens, si on faisait ça, machin, les gars. Donc moi j'arrivais là-dedans, je mettais un peu le bazar, ouais tiens, graphiquement, est-ce que tu pourrais pas plutôt faire ça? Ouais, tu fais chier, etc. Et puis finalement on arrivait à faire un petit peu quelque chose, ou alors il y avait des idées qui étaient pompées, tiens, t'as vu ce qu'ils font sur Amiga? Ouais mais c'est pas possible, et puis voilà, genre les vector balls, etc. Il y avait des modes à l'époque, hein, en même temps, voilà, qu'on essayait d'adapter un petit peu sur notre machine préférée, et c'est vrai que ça permettait justement de pousser un peu les choses un peu loin et tout. Alors ce qu'on regrette un petit peu, c'est que malgré les moyens de communication, il n'y a pas eu plus de gens qui poussaient un peu plus à faire de la démo, par exemple des démo makers, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est vrai que ça aurait été sympa s'il y avait un petit peu plus aussi de challenge de 109, ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'était quand même l'Apple IIgs, un petit marché, il y avait assez peu de gens, les choses étaient en train de changer, l'Apple IIgs est un peu malheureusement mort dans l'œuf de la part d'Apple au profit de Macintosh, ce genre de choses. Et c'est vrai que sur Mac, c'était aussi, on ne s'est pas trop intéressé parce que nous, à l'époque, on a commencé à devenir professionnel et voilà, fallait manger, après on n'avait plus le temps, voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'on n'a pas continué sur Macintosh en continuant justement ces choses qu'on avait commencé à créer sur Apple IIgs. Pareil, donc le PC, nous on était, on va dire, utilisateurs aussi. C'est vrai qu'Apple, on en réveille. Il y a eu les histoires avec John Sculley, etc. Donc ça a été une période un peu, quand on a commencé à devenir professionnel, c'est vrai qu'il y avait des gros changements qui se faisaient. Et par la suite, on n'a pas eu le temps de faire autre chose, quoi. On a rencontré les filles, et voilà, notre vie a changé, quoi. Il faut le dire par rapport à ce que Jean-François disait, voilà, on a attrapé des bébés. C'est un petit peu après, bien sûr. Mais bon, la vie a changé. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Apple à cette époque-là? Alors avec Apple, on a des contacts, on avait eu, moi j'ai toujours, t'as dû avoir, on a reçu une lettre d'Apple qui était signée par plein de gens après qu'on ait fait Nucleus en démo. Ouais. C'était, voilà. Moi j'ai une sale photocopie d'époque, donc j'allais à la fac où ils avaient des photocopieurs complètement usés, mais oui, j'ai toujours ça, on avait reçu une lettre, voilà. On n'avait aucun. Pourquoi faire une lettre Une lettre, voilà, congrats, machin, avec tous les ingénieurs de chez Apple qui avaient signé. Ah ouais, quand même. Voilà. Quand même. Ça, c'était suite à l'Apple Fest, à l'Apple Expo en 89, où Jean-Louis Gasset voulait présenter sur scène. Micro. Hello, retour. Donc en 89, c'était le début de la fin de l'Apple IIgs, mais il voulait quand même présenter à l'Apple Fest, donc l'équivalent des keynote Apple de l'époque en 89. San Francisco, autant que je me souviens. Ah ouais, San Francisco en 89. Et il voulait présenter Nucleus sur la nouvelle carte mère, et ça fonctionnait pas. Et donc en fait, ils ont essayé de rentrer contact, ils ont essayé de nous retrouver. Ils nous ont retrouvés via un magasin en Suisse. Je sais plus comment il s'appelle. Jean-François, peut-être tu te souviens. Hein? À Bâle, ouais, c'est ça. Il y avait un revendeur qui, je pense, connaissait... Mister Z soit Mister Z, mais plutôt, je pense, Olivier ou Pascal. Et donc, en fait... Ouais, c'était Olivier et Pascal qui étaient là. Voilà, et donc finalement, ils sont revenus jusqu'à nous. Ouais, c'est ça. Ours, je sais pas comment... Ils nous ont contactés fin août, en disant mi-septembre, on a notre grande keynote, on aimerait que Jean-Luc Gasset présente Nucleus derrière, et ça marche pas sur les nouvelles cartes mères. C'est là où ils nous ont envoyé la carte mère, on a débugué pour que ça fonctionne, et ils ont pu présenter. J'ai contacté Jean-Luc Gasset récemment, mais j'essaie d'avoir des vidéos ou des photos de l'événement, mais pas réussi à en avoir. Et donc suite à ça, ils nous avaient invités, alors pas invité à San Francisco, mais on était de passage à San Francisco, on est passé les voir, ils nous avaient invités
à leur sortie, à leur pique-nique annuel, et donc on avait eu une lettre de remerciement d'Apple qui était quand même plutôt sympa. Malheureusement, moi je l'ai perdu, donc l'original. Mais pas d'autres contacts que ça. Il y a dans les anecdotes, bon, je dis ça, ça revient un petit peu comme ça. Nucleus avait bien plu, et justement, il y avait une personne qui bossait chez Spit. Vous connaissez peut-être, ils font des fixations, ils font ce genre de choses. Et donc, voilà, donc on avait fait une version spéciale de Nucleus avec un petit logo qui tournait, j'avais redessiné, donc c'était Spit qui avait été faite. Il y a quoi? Il y a pour la... C'était pas la Transwarp? La zip chip. Pour la zip, donc il y avait également une micro-démo qui avait été faite par rapport à un petit... je sais pas comment appeler ça, un petit applicatif, justement, qui permettait... voilà, les petites anecdotes de choses qu'on a faites, que vous n'avez peut-être pas vu forcément. Le truc pour Spit, effectivement, ça a servi dans un salon, voilà, ça tournait en fond. Voilà, à part ça, des choses privées. Non, nous sommes alloués, donc autrement, tous les deux, on vient comme ça, on parle, on vous donnera nos tarifs. Mariage, anniversaire. Bar mitzvah, effectivement. Donc, voilà, on a un numéro de transformistes tous les deux, très au point, et on parle pendant des heures. Voilà. D'autres questions? Tu évoquais une brève incursion dans le Mac. Ouais. Ça a été ton cas aussi, Olivier? Pas du tout. Non, du tout. Moi, je suis parti sur PC après le 2GS, et donc finalement, le 2GS, Olivier évoquait un peu notre vie personnelle, finalement a été très utile parce que c'est le même processeur entre le 2GS et la SNES, j'ai pu commencer à faire des jeux sur Super NES. Et sur Mac, non, j'ai pratiquement rien fait, si ce n'est après revenir en développement mobile. Mais c'est vrai que c'était un peu, comme disait Olivier, c'est une période difficile pour le Mac où il est vraiment en perte de vitesse, et donc c'était vraiment le PC qui prenait la main autant au niveau personnel et professionnel. Les jeux sur Mac, il n'y en avait pas tant que ça, mine de rien, à cette époque. Quand on a commencé, je peux en parler un petit peu. Donc c'est vrai que moi, en mars 92, j'ai rejoint Trade Concept à Bordeaux, donc Dijon, j'ai déménagé, etc., pour pouvoir travailler où je faisais effectivement à l'époque du pixel art, comme on appelle ça maintenant, donc je dessinais des petits sprites. C'est vrai qu'il y avait des outils qui étaient fabuleux pour les graphistes, du style, j'avais des petits personnages, donc par exemple sur The Tinies à faire, donc le jeu que vous avez peut-être connu sur Mac, etc. J'avais fait, donc il y avait déjà une version Amiga, PC qui existait, et moi on m'a dit ouais, tu vas faire la version Mac. Et donc j'avais tout à redessiner, la définition graphique n'était pas la même, pas le même nombre de couleurs, etc. Et c'est vrai que pour faire par exemple la petite anecdote d'animation, j'avais par exemple sur certains personnages, j'avais 16 phases d'animation qui étaient timées toutes de la même façon, et j'avais uniquement la possibilité sous un éditeur, je sais plus, c'était Studio 32 ou un truc comme ça, où je collais le petit personnage sur celui d'avant et je faisais un pomme Z. Justement, il pouvait voir que 2 phases d'animation. Donc je pouvais voir que ça, et je faisais de 2 en 2, de 2 en 2, donc des fois c'est vrai que ça accrochait. C'était des process mine de rien vachement longs pour l'époque, mais bon, j'en garde quand même un très très bon souvenir. Et j'en parlais aussi tout à l'heure, j'ai eu la palme justement des graphismes du jeu Macintosh le plus injouable qui existe. C'était sur Populous où j'avais fait la version couleur. Et pour les graphes, j'avais fait donc une société qui s'appelait Bullfrog, je ne sais pas si vous avez connu. Et donc on m'a dit, tiens, super, et si on incluait dans le jeu aussi la version Mac 9 pouces. Donc le Mac 9 pouces avait une définition graphique qui était particulière, c'était pas du tout la même, et en plus on était vraiment en noir et blanc. Et donc il se passe des saisons, il y a des personnages justement, il y a 4 clans avec des personnages que l'on reconnaît, qui sont tout petits, que l'on reconnaît par leur code couleur. Et là en fait, moi j'avais dit, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas leur faire un petit logo sur la tête, sauf que le jeu perdait de sa jouabilité, etc. Il fallait que les personnages se cachent pas les uns les autres. Bref, le jeu est injouable. Voilà, c'est des petites anecdotes aussi comme ça d'époque. Mais bon, il y a eu des trucs quand même qui me reviennent pas forcément, malheureusement. Je te repasse, tu fais une petite chanson maintenant? Non. D'autres questions? Ok. Est-ce qu'il existe une version finie de Space Harrier? Oui, chez Sega. Donc, oui, sur Internet. Ah, ça c'est dommage, ouais. Ouais, non, Space Harrier, ça arrivait un peu tard. Il va falloir la finir, hein. Ouais. Non, ça arrivait trop tard dans le développement. Jusqu'à lundi, ouais. Bon, après, les sources sont disponibles, si vous voulez reprendre. Non, ce qui était amusant, la partie la plus amusante sur Space Harrier, c'est celle que vous ne voyez pas, c'est comment récupérer les graphes depuis l'Atari
ou l'Amiga, où c'était vraiment épique avec des câbles devenus modernes. Moi, c'est le souvenir que je garde de Space Harrier, d'arriver à ripper les graphes de la version Atari. Mais bon, c'est reste un bon souvenir. Très bien. D'autres questions? Non, pas de questions pour toi. Que sont-ils devenus? Qu'êtes-vous devenus? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous êtes devenu plus honnête? On a toujours été foncièrement honnête, ça c'est important, je dis ça parce qu'il y a mon fils, sinon il va pas me croire. On est foncièrement honnête. Donc, comme Olivier, moi j'ai rejoint Atreides Callisto, donc pendant 10 ans je fais du jeu vidéo sur Bordeaux, et donc c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement ça a été très utile de faire de l'assembleur de 65 C816 pour faire des développements sur SNES. Après on a fait des développements sur toute machine, que ce soit PC, PlayStation, Amiga CD32, jusqu'à la fin de Callisto en 2002. Après, moi, j'ai travaillé pas mal en Europe pour d'autres sociétés, genre Ubisoft, Codemasters, Argonaut. Après, j'ai travaillé beaucoup dans le mobile. Vous savez, j'ai une certaine empathie, une certaine affection pour le mobile, parce que finalement, on retrouve un petit peu ce qui faisait un peu l'Apple II de l'époque. On parlait tout à l'heure de contraintes. Voilà, il y a des contraintes de puissance, de mémoire, des contraintes d'ergonomie. Et finalement, je me suis bien éclaté à faire du mobile. Je trouvais que c'était vraiment un bel environnement de travail. Et après, continuer toujours dans les domaines techniques, des choses très, très variées, mettre des GPS sur des chevaux, faire des danses avec des drones. Et puis maintenant, je suis dans la réalité augmentée. Voilà. Donc toujours une passion au niveau de tout ce qui est informatique. Et voilà, et je revendique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je revendique vraiment cette époque a été vraiment une formation. Et finalement, beaucoup d'acquis, la capacité de voir des technos, des environnements très hétérogènes qui varient rapidement, finalement, qui m'ont servi tout au long de ma carrière. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de cette partie-là. Merci. Touche à tout, j'ai pas du tout le génie d'Olivier, du tout. Moi, je ne programme absolument pas, donc je suis plutôt graphiste, bruiteur, etc. Et c'est vrai que quand je suis rentré chez Callisto, donc Atreides Concept au départ, Callisto étant au départ le nom de la société éditrice de jeux sur Macintosh. Et donc, moi j'ai fait tout depuis le pixel art, etc. J'ai vu l'arrivée de l'image de synthèse, il a fallu que je m'y mette aussi. Donc, par la suite, il a fallu faire du bruitage. C'était la boîte qui grandissait au fil des années. Et j'ai un peu touché à tout, les interfaces, etc., design de fonte. Je travaillais aussi avec le service marketing où je faisais les vidéos, justement, de présentation. Je faisais tout ce qui était montage, effets spéciaux, compositing, images de synthèse aussi. C'était un peu les prémices sur des stations Silicon Graphics. Et puis, comme ça, j'ai fait pas mal de métiers différents. À la mort de Callisto, j'ai rejoint une boîte qui travaillait. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, en 2002, la société, c'était une petite société bordelaise qui faisait de l'image de synthèse, mais qui avait vraiment pignon sur rue au niveau mondial. Il y avait des budgets pour de l'image de synthèse d'archi à Bahreïn, à Dubaï, etc., des stades de foot, des trucs énormes. La société existe toujours aujourd'hui, je travaille toujours avec eux, mais c'est vrai que c'est plutôt de la cage à poules ou ce genre de choses que l'on fait, c'est de l'immobilier petit, etc. Et on a travaillé aussi pas mal de temps pour des grands projets, Chambord, etc., où je faisais un petit peu le même métier que je faisais à Callisto, avec surtout montage, compositing, effets spéciaux, tout ça, motion design, etc. Aujourd'hui, je suis à mon compte, donc je suis vidéaste, je fais vidéos d'entreprise, etc. Je filme, et puis je fais tout ce qui est compositing, tout ça. Et en même temps, je suis professeur dans une école où j'apprends mon métier, à savoir montage, compositing, effets spéciaux, ce genre de trucs. Et j'ai eu différentes classes jusqu'au Master 2. Là, aujourd'hui, j'ai les licences 2. Voilà, je fais pas ça. Pardon. Alors, c'est un groupe parisien à la base, mais qui reste relativement autonome aujourd'hui. Et il y a une école à Bordeaux, moi je n'enseigne qu'à Bordeaux, qui s'appelle ECV, École de Communication Visuelle. Cette école, en fait, reste indépendante aujourd'hui, mais est quand même relativement connue. Vous devez tous connaître, par exemple, les Gobelins à Paris, etc. Et il y a une vraie renommée. Au début, c'était vraiment un petit truc local, etc. Parce que le département images de synthèse et animation et ce genre de trucs, nouvelles images comme ils appelaient à l'époque, est né sur Bordeaux. Maintenant, il y a, je crois, 6 succursales en France et il y a des grands studios, DreamWorks, etc., qui viennent justement à l'école pour chercher les gens. C'est vrai que pendant longtemps, on disait « Ah non, ils viennent à Paris, etc. » Il y a Spielberg qui s'est déplacé. Il y a des choses qui se passent aussi à Bordeaux.
Donc merci Alain Juppé de nous sponsoriser pour parler de Bordeaux aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est vrai que les choses sont en train de bouger. Et pour finir de parler de l'école, c'est vrai qu'à la base, il y avait deux entités. Il y avait d'un côté graphisme et pub, où les gens étaient plutôt graphistes, ils faisaient du packaging, ils faisaient ce genre de choses. Donc de la publicité, illustrateurs, illustratrices, bien sûr, il y a beaucoup de filles. Et autrement, ce département qui permet de sortir des directeurs artistiques justement pouvant travailler dans le domaine de l'animation et du design en images de synthèse et compagnie. Voilà, dans des grands studios, il y a pas mal de gens maintenant qui travaillent et dans le jeu vidéo et également dans l'image de synthèse de films, les effets spéciaux, etc. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Ça prend... Oui. J'ai du mal à entendre tout à l'heure quand on vous demandait où est-ce que vous étiez basé, j'ai entendu louer. Louer? Non. À propos de... Les poulets? Non. Bah oui, les poulets, enfin j'ai... Non, Bordeaux. Non, Bordeaux. Non. Ils sont bien bronzés, ouais. Alors à la base, donc, effectivement, Olivier et moi, on est de Dijon. Et aujourd'hui, Olivier, par la force des choses, est aussi sur Bordeaux et moi aussi. Donc, voilà. On bosse toujours ensemble de temps à autre, toujours avec le même bonheur et le même plaisir. C'est génial. Ça va. Et les autres? Les autres. Alors, les autres. Donc, Pierre Reynaud Richard, alias El Matos, lui est parti aux États-Unis et il travaille aujourd'hui chez Facebook après être passé par différentes sociétés, dont avec le BOS, etc. Qu'y a-t-il d'autre? Denis, lui, travaille dans une société où ils font pour simplifier, hein, parce que je ne sais pas tout non plus, ne me dis pas tout, ils font de la carte à puce, etc., ce genre de trucs. Donc lui continue dans le piratage de haute volée. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Mister Z, qui a bossé avec nous. Donc Z, lui, est directeur de clinique en Suisse, où il est cardiologue, et où ça va très bien pour lui. Il a les mains dans le cambouis toute la journée, on va appeler ça comme ça. Et autrement, qui est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait Pad qui avait travaillé avec nous, qui est décédé malheureusement. Qui est-ce qu'il y a d'autre? J'ai peur d'en oublier. Les deux musiciens. Les deux. Max est médecin, donc lui est resté en banlieue bourguignonne. Autrement, Sébastien Mousseron, est-ce qu'il est musicien professionnel? Il y a des gens avec qui on a perdu un peu le fil comme ça. Il est toujours musicien en tous les cas, donc il s'éclate un peu. Après, je ne sais pas si vous voulez s'il en a fait son métier, voilà, ou pas. Et après, qu'est-ce que j'oublie? Olivier Gogel, je ne sais pas. Voilà. Ok, merci beaucoup les Olivier du FT. Je tiens à préciser une chose, Jean-Philippe qui est ici présent devait nous rejoindre, maintenant il va faire une conférence pour lui. Il l'a fait l'an dernier. Non, là, bon, on vous laisse une dizaine de minutes de battement et c'est ensuite Antoine qui prend le relais.